souhaite à tous la bienvenue sur ce nouveau satsang de rentrée. Je vous laisse le temps de vous installer tranquillement. Alors, je vois que ça continue à rentrer. Alors, les nouveaux horaires pour cette année, je crois que j'avais commencé à faire ça l'année dernière. C'était le samedi soir. Je vais proposer maintenant le samedi soir au lieu du lundi, je crois, que je proposais à 21h. Là, par rapport à mon organisation personnelle, c'est beaucoup plus simple. Voilà, simplement. Donc, ceux qui suivaient déjà la fin de l'année dernière, ils ont commencé à prendre l'habitude et on va continuer tranquillement sur ce rythme-là. Alors, bonjour aux fidèles, aux nouveaux également. Coucou Pierre, Florence, archéonaute, le retour. Claudine. Ok. Donc, vous me confirmez que c'est bon pour les micros. Maintenant que je l'ai mis, ça peut fonctionner. C'est la rentrée, hein. Faut se remettre dans le rythme, sachant qu'il y a un petit peu de logistique à gérer en arrière-plan, mais une fois que ça s'est lancé, après, je laisse rouler et tout se passe bien. Alors, ce soir, comme les autres soirs, on va parler un petit peu d'un thème. On va aborder un thème. Ce soir, je vous propose de parler du travail, du monde matériel, en fait, et puis de la réalisation. Ceux qui ont vécu des moments d'éveil, ceux qui ont vécu des moments de pilotage, bah, c'est souvent la question qu'on me pose dans les accompagnements. On me dit, mais j'étais très bien, il n'y avait pas de pensée, c'était la paix infinie, mais je serais incapable de travailler dans ces conditions-là. Donc on va voir que si, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait compliqué. Il y aurait pas mal de personnes qui seraient chez elles, assis dans le canapé, dans le fauteuil, en attendant que ça bouge. Alors, le micro, vous dites que c'est pas assez fort. Dites-moi par rapport au micro, parce que là sur l'interface, j'ai pas trop de réglage du micro. Essayez de monter le son, parce que là, moi, de mon côté, ça met à fond à chaque fois. Le son est caverneux. Ok. C'est peut-être ça le retour. Ok, ça je vais couper. Du coup, très bien. Dites-moi si c'est mieux. Après, là, je ne pourrais pas faire grand-chose de mieux, comme j'ai changé l'interface. Donc là, normalement, il n'y a plus de retour derrière. Voilà, ça devrait être plus soft. Alors, je vous laisse le temps de me dire. Alors, le déroulement de la soirée, pour ceux qui viennent pour la première fois, je vais parler un petit peu du sujet qui est à l'ordre du jour ce soir. Avant ça, je vous propose quelques minutes d'apaisement mental, de façon à appréhender ce qui va être dit ce soir, mais pas avec le mental. Les satsangs, pour ceux qui découvrent, ce sont certes des phrases qui sont dites, des concepts qui sont annoncés, mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément les phrases, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Et pour capter ce qui est derrière, pour capter le sens profond des mots, parce qu'il faut utiliser des mots quand même si c'est pour décrire quelque chose qu'on ne peut pas décrire, eh bien, il est important, pour ne pas dire indispensable, de mettre le mental au repos. Et pour ce faire, je propose 5 petites minutes, un apaisement mental. En plus, ça vous permet de voir qu'avec cette simple pratique qui dure quelques minutes, on arrive à apaiser le mental. Donc, ce petit exercice qu'on peut appliquer vraiment n'importe où, ça peut être dans le car, ça peut être dans une salle d'attente d'un médecin si on est un petit peu stressé, dans une salle de réunion ou n'importe où. En fait, vous pouvez simplement l'appliquer. Vous allez voir qu'en coupant les éléments qui alimentent le mental, naturellement, le mental, il s'apaise tranquillement. Alors, bien sûr, vous pourrez poser vos questions, toutes vos questions.
Je les prendrai, quand elles arriveront, bien sûr, et en fin d'émission, j'aurai deux éléments à vous partager. Voilà, je le fais durer un petit peu le suspense. C'est assez nouveau, enfin, c'est même complètement nouveau pour moi de faire ce genre de choses, mais ça promet d'être intéressant. C'est une demande qu'on m'a souvent fait et voilà, je pense que ça va répondre à pas mal de demandes. Alors, Gérald, bonsoir. C'est pas le même que je connais. Euh, ok, ok. Bon, on va y aller tranquillement. Ça, je vais le couper. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous proposer de faire, c'est alors simplement vous poser tranquillement et dans un premier temps, soit vous fermez les yeux, vous gardez les yeux ouverts, mais vous laissez poser le corps. Vous laissez poser le corps comme il est, tranquillement, sur la chaise, dans le fauteuil, sur le lit. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent les émissions sur le lit. Et simplement, vous restez comme ça quelques secondes et vous détendez du haut vers le bas, c'est-à-dire de la tête et en descendant le corps, passant par le cou, les épaules. Vous sentez que les tensions s'échappent par le bras jusqu'aux mains, comme s'il y avait des petites fourmis ou un petit courant électrique qui s'échappait le long du corps. Ensuite, ces tensions, vous les sentez descendre le long des épaules, le long du corps, de la poitrine, du ventre, jusqu'au bassin. Et là, vous sentez tout le tronc, tout le corps qui est de plus en plus lourd et qui s'enfonce sur le lit, sur la chaise, sur le fauteuil. Et pour terminer, vous sentez que ces tensions continuent de descendre le long des cuisses, des jambes, jusqu'aux pieds. Et vous pouvez même imaginer que ces tensions s'échappent par la plante des pieds, comme s'il y avait une porte de sortie, il y a une porte énergétique au niveau de la plante des pieds. Et bien vous imaginez que l'énergie, les tensions, les cristallisations énergétiques sortent par là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vous invite à simplement porter votre attention sur votre respiration. Quand je dis porter votre attention, je veux dire par là, regardez, simplement, sans vouloir influer, sans vouloir changer quoi que ce soit. Vous regardez simplement ce rythme respiratoire comme il est, tel qu'il est, au rythme où il est. Et vous mettez 100% de votre attention dessus. Vous ne lâchez pas une seconde, vous êtes 100% focalisé sur ce cycle respiratoire, sur l'inspire. Vous allez jusqu'au bout, et peut-être une petite pause, et sur l'expire. Voilà, vous continuez. Vous faites ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si vous sentez que vous êtes un petit peu tendu. Et vous allez voir que rien que ça, au niveau de la respiration et du rythme cardiaque, ça va s'apaiser. Et surtout, en faisant ça, vous vous ancrez dans maintenant. En faisant ça, en portant votre attention sur quelque chose qui se déroule maintenant, donc en l'occurrence votre respiration, mais vous pourriez prendre une musique en arrière-plan ou regarder un support, une photo, une bougie ou n'importe quoi, eh bien vous plongez maintenant, vous prenez conscience de maintenant. On est toujours maintenant, ça c'est sûr, mais on n'en a jamais conscience. On est toujours vers l'avant, dans le futur, avec les projections du mental. On est souvent vers l'arrière, avec les rappels, des souvenirs, des choses qu'on a loupées, des choses qu'on n'a pas réussi. Et là, vous portez 100% de votre attention uniquement sur cette respiration, et donc uniquement sur maintenant. Et en faisant ça, eh bien vous coupez une partie de l'énergie du mental.
Voilà. Donc vous allez sentir que la tête se vide un petit peu, qu'il y a comme une paix qui descend un petit peu. Si des pensées arrivent, eh bien c'est pas grave, c'est que vous avez simplement lâché la tension, vous revenez avec beaucoup de bienveillance sur l'observation de la respiration. Il ne faut surtout pas faire apparaître de tension, tout se fait dans la bienveillance, dans la douceur et dans le calme. Et enfin, la troisième partie, c'est celle qui va permettre de couper toutes les vivres du mental. Le mental se sert de l'histoire du personnage que vous êtes pour aller piocher ces idées qu'il transforme en pensées, qu'il vous envoie, que vous croyez et qui généralement font souffrir. Donc pour couper ça, je vais vous proposer d'imaginer que le personnage que vous êtes s'efface. Le personnage disparaît, donc soit vous imaginez qu'il part faire un petit tour, ou soit vous le voyez disparaître dans une volute de fumée. Le personnage disparaît, il s'efface, mais il reste quelque chose qui entend ma voix, qui entend la musique. Et ce quelque chose n'est pas un objet. Le personnage, c'est un objet, avec ses limites corporelles. Et là, ce qui entend ma voix, ce qui perçoit cette musique, c'est un espace, simplement. Qui dit espace dit absence de limite. Et si vous regardez intérieurement, autour de vous, eh bien vous allez voir que ce que vous êtes, et non plus qui vous êtes maintenant, eh bien n'a plus de limites, n'a plus les limites qu'il y avait avant, liées au corps, et là, il n'y a plus de limites. Donc là, quelques instants pour terminer ce petit temps d'apaisement mental, je vous invite à simplement goûter, rester là, en tant que cet espace au cœur de cet espace. Vous n'êtes pas dans cet espace. Vous n'êtes pas une forme au cœur de cet espace. Vous êtes cet espace. Prenez-en conscience. Goûtez-le. Vivez-le, simplement. On parle d'espace. On peut parler également de stabilité. On peut parler de paix également, en tant qu'absence de mouvement. On peut parler également d'amour, avec un grand A, un amour inconditionnel, envers tout, toute chose, toute manifestation. On peut également parler d'accueil infini, et pareil, inconditionnel. Et c'est depuis cet espace que vous avez la possibilité d'aller voir les nœuds, les tensions dans le corps. Celles qui sont issues des mémoires, celles qui sont issues des résistances, des croyances. Souvent dans les satsangs, Pierre et Gérald disent faut aller voir. Eh bien, je vous invite à aller voir depuis cet espace-là que vous goûtez maintenant. Il ne faut pas aller voir depuis le personnage. Le personnage a ses propres limites, ses résistances. Et il ne peut pas tout accueillir, c'est pas possible. Tandis que cet espace, qui est, on pourrait dire, la partie la plus subtile de vous-même, est en capacité de tout accueillir. Tous les événements du film, même les plus souffrants pour le personnage, peuvent être accueillis depuis cet espace. Voilà, restez là quelques instants. Et vous voyez, ça prend, j'ai pas regardé, mais très peu de temps pour plonger dans cet espace paisible. Donc maintenant, je vais vous inviter à rester dans cet espace et vous pourrez ouvrir les yeux. Depuis cet espace, on peut totalement ouvrir les yeux, on peut totalement fonctionner, bien sûr, on n'est pas paralysé. Et depuis cet espace, vous pourrez, écouter avec les oreilles, certes, mais avec un filtre en moins. Ce filtre qui interprète les paroles, les mots. Et ce filtre fait sienne les propos en les interprétant avec nos propres croyances et nos propres filtres. Que quand il n'y a pas ce filtre, les mots qui sont dits, et surtout le sens qui sont cachés derrière ces mots, apparaît de façon limpide, transparent et calme. Voilà. Donc, à votre rythme, quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux, regarder l'écran devant vous, en essayant de ne pas détailler les objets que vous voyez devant vous, en essayant de ne pas focaliser
votre attention sur un point ou sur un autre. Vous regardez simplement ce qui est devant vous, ou vous pouvez garder les yeux fermés éventuellement et simplement juste entendre les paroles, les mots, et voir ce qui arrive ici. Parce qu'en fait, un satsang, c'est pas une conférence. Conférence, elle est là pour quelque part remplir le mental avec des principes, des concepts, avec des idées. Et là, pas du tout. L'idée du satsang, je rappelle, le satsang, ça vient du sanskrit, sat, qui veut dire la vérité, mais la vérité avec un V majuscule. Ce qu'on appelle la vérité, en fait, c'est simplement ce qui bouge pas, ce qui fluctue pas. Et cette vérité, c'est notre nature intime, ce que l'on est, ce que vous avez commencé à percevoir dans cet espace de paix. Et cette vérité, eh bien, on en parle. Et sang, ça vient du mot sangha, qui veut dire se réunir. Et là, grosso modo, satsang, ça veut dire se réunir autour de la vérité. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on va essayer, durant un satsang, tous les satsangs de l'univers, ceux qui sont dispensés par les sages depuis des milliers d'années, de tous les pays, eh bien, il s'agit de parler, de décrire quelque chose qui est indescriptible. C'est ça le paradoxe. Alors, les personnes, entre guillemets, vous avez une personne devant vous qui a compris certaines choses, qui a intégré certaines choses et qui parle depuis un espace en arrière-plan. Mais cette personne a quand même gardé des traces, on pourrait dire, des mémoires de son éducation, de sa culture. Elle parle avec certains mots. J'utilise aujourd'hui les mêmes mots que j'utilisais. Alors, des mots nouveaux viennent, puisqu'il y a des choses nouvelles à décrire. Mais ma façon de parler, d'échanger, est la même que celle que j'utilisais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, un échange et un satsang avec Christophe sur la forme sera différent d'un satsang avec Pierre et Gérald, d'un satsang avec Anthony ou toute autre personne, puisque chaque personne s'exprime de façon différente. En Inde, j'ai écouté quelques satsangs d'Indiens, au début j'avais du mal à accrocher, puisque le vocabulaire utilisé, les images employées, eh bien, faisait référence à la culture indienne, puisque c'était leur éducation, la façon de s'exprimer, et là, il y avait une sorte de petite barrière, on va dire, mentale. Je percevais quand même des choses, puisque le sens de ce qui est communiqué n'est pas au cœur des mots, mais on pourrait dire derrière les mots, ou entre les mots. C'est vraiment ça. Un satsang peut même être fait dans le silence. C'est un peu difficile à comprendre, c'est même totalement impossible à comprendre avec le mental, mais un satsang silencieux, ça arrive, et beaucoup de choses sont transmises avec ce type de satsang. Alors, je vous propose de démarrer. Alors, n'hésitez pas par rapport à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez bien sûr les poser, alors comme vous voulez, que ce soit sur le sujet d'aujourd'hui ou sur d'autres thématiques, n'hésitez pas, vous les inscrivez dans le chat et puis je les prendrai d'ici un petit moment, quand il y en aura quelques-unes, et jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, le thème de la soirée, c'était comment vivre dans le monde matériel, on pourrait dire sans mental, ou après la réalisation du soi. Mais c'est également valable lors d'un moment d'éveil. Les interrogations qui viennent sur ce sujet, et j'ai eu ces interrogations également, c'est que souvent on associe la réalisation du soi avec l'absence de mental et l'absence de pensée. La paix, dans l'inconscient collectif, c'est forcément l'arrêt des fluctuations du mental, des pensées et du coup des perturbations. La réalité est différente, bien sûr. C'est pour ça que
lorsque le mental que j'appelle compulsif, c'est-à-dire celui qui se raccroche à des mémoires, qui nous envoie des pensées limitantes, qui génèrent de la peur, du doute, tout ça, lorsque ces pensées, elles ont totalement disparu chez Christophe, eh bien, il y avait encore des pensées. Il y avait des pensées, mais c'était des pensées que j'appelle fonctionnelles, pour faire la différence entre le mental compulsif, celui qui est en mode automatique et qui nous harcèle toute la journée avec ses pensées limitantes, et le mental compulsif qui consiste à dire simplement, ben voilà, à 18 h ce soir, il y a satsang, donc bah, faut que tu prépares ça, faut que tu prépares ci, il faut que tu sois à l'heure, bien sûr. Et s'il n'y avait pas ce mental-là, bah, je ne serais pas devant vous. Je serais assis je ne sais pas où et à goûter la paix et ce serait cool, mais bah, vous n'auriez pas de satsang. Là, je goûte la paix. Je, je vous parle depuis cet espace de paix, ou on pourra dire cet espace de paix, c'est l'espace de paix qui vous parle, puisqu'en fait, je ne réfléchis pas à ce que je dis, ça coule tout seul et je laisse couler les mots. Donc on peut goûter la paix profonde, infinie, et en même temps avoir des pensées. Sauf que les pensées, elles sont simplement vues comme des objets. Une pensée, c'est un objet, comme un objet manufacturé a des formes, il a un début, une fin, il a été créé, il est utilisé, et après, à un moment, il se détruit. Une pensée, c'est pareil. Une pensée, elle émerge, elle a une durée de vie, et elle s'efface. Eh bien, les pensées, donc en l'occurrence, quand on a réalisé le soi, il n'y a plus que des pensées fonctionnelles qui sont là pour nous aider. Et en comprenant ça, eh bien, on comprend aisément qu'il est totalement et complètement possible, et heureusement d'ailleurs, de fonctionner au quotidien, donc dans sa vie privée ou au travail. Le travail, on y passe quand même pas mal de temps. Donc c'est quand même un sujet important que d'être fonctionnel quand on est au travail. Et dans les accompagnements, souvent, les personnes, elles sont au bout du lâcher. Il y a beaucoup de résistances qui ont été vues chez des personnes qui ont un chemin, une sadhana qui est longue. Eh bien, il reste des fois un fil. Il reste une toute petite accroche, une toute petite attache. Et cette attache, souvent, c'est la peur de disparaître. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la peur de disparaître? Mais il y a la peur de ne plus pouvoir fonctionner. Certes, le personnage, en tant qu'un amalgame, un agrégat de résistance, de pensée, de croyance, de limitation. C'est ça le personnage, en fait, ce qu'on appelle l'ego. Alors, ok, vous avez un personnage physique, j'appelle ça un corps. Mais derrière ce corps, il y a une identité qui est raccrochée. Alors, chez le bébé, quand il arrive au monde, il y a un corps, mais il n'y a pas d'identité. Le bébé n'a pas conscience d'être un individu, il n'a pas conscience d'être un objet. Pour lui, il est simplement, il fait partie de tout son environnement. Il ne sait pas détacher les objets comme nous, on sait le faire, puisqu'on a appris les objets. Donc, il y a juste un corps, sans identité. Et c'est pour ça que le bébé, lui, il goûte la paix. Et à partir du moment où les croyances arrivent, l'enfant vit des expériences, on lui apprend ça c'est papa, ça c'est maman, il tient des objets dans la main, donc il voit qu'il y a des formes. À un moment, le bébé il va se mettre les doigts dans la bouche, y compris les pieds parce qu'il est très souple. Et en faisant ça, en fait, il se découvre comme forme, parmi les formes. Et autour de cette forme va se greffer une première étiquette qu'on appelle le nom. Il entend un mot qui veut rien dire, mais c'est toujours le même qui arrive. Et à un moment, il comprendra que c'est son nom. Et son nom, ça va faire partie de... Quelque part, le nom, c'est un petit peu comme le panier qui va être le réceptacle de toutes les croyances qu'on va emmagasiner toute notre vie. Donc là, l'identité va commencer à se dessiner. Et en fonction des histoires de vie, les histoires de vie sur Terre sont toutes différentes les unes des autres.
Certaines sont plus mouvementées, d'autres sont plus douces. Et en fonction de ces différents déroulements, eh bien, certaines mémoires, certaines croyances vont apparaître dans les expériences souffrantes. Et ces expériences vont remplir ce fameux panier, et donc c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc cet ego, c'est lui qui nous dicte en fait toute notre façon de fonctionner, puisqu'il interagit à travers des pensées. Et c'est pas tant les pensées qui nous envoient qui sont embêtantes, quelque part, c'est le fait qu'on y croit. Chez Christophe, il y a encore des pensées. Des fois, il y a encore des pensées compulsives qui arrivent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc qui arrive de n'importe où. Et ça passe, et j'éclate de rire. Là où avant, je l'aurais accroché, là où j'aurais eu des tensions dans le ventre, où j'aurais eu de la peur, du doute, eh bien, là, c'est vu comme étant, je dirais, un fonctionnement automatique. Une boîte à musique qui envoie des paroles comme ça, des pensées, de façon automatique. Et après, on n'y croit plus. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, toutes les pensées sont vues comme simplement des pensées et des objets. Alors, quand il y a soit un moment d'éveil, soit la réalisation, c'est-à-dire que l'effacement du personnage devient définitif, eh bien, on va dire 99% des pensées compulsives disparaissent parce qu'elles ont été vues. On va dire il y a 1% ou peut-être un petit peu plus qui reviennent de temps en temps. Mais par contre, comme ce qui est vécu, c'est la paix, eh bien, on va dire il y a 99% de paix et 1% de pensées compulsives qui arrivent. Donc la pensée compulsive qui arrive au cœur de cette paix, elle n'est pas prise au sérieux. Et simplement, elle est vue. Et comme elle est vue depuis cet espace infini de paix, eh bien, elle est transmutée en paix, simplement. Donc au travail, eh bien, on goûte la paix. On arrive le matin, on est content. C'est le lundi matin, on est content. Ça, je l'ai mesuré il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'ai vu que avant il y avait le week-end, il y avait les vacances. C'était cool. Il y avait le travail, c'est moins cool. C'est un petit peu plus tendu. On ne sait pas pourquoi, simplement parce que c'est le travail. Alors, il y a quelques particularités. Il y a ce qu'on appelle le travail passion. Les gens qui ont fait de leur passion leur travail, bon, ils n'ont sans doute pas l'impression d'aller travailler. Mais quand le travail, qui pour une grande majorité de personnes est une source de revenus, et qui est quelque chose qu'on aime, bien sûr, mais qui génère quand même des contraintes, eh bien, il y a le fameux blues du lundi matin, qui n'existe plus après. Puisque d'un point de vue étiquette mentale, qu'on soit à la maison, en famille ou qu'on soit au travail, c'est la même chose. Les choses sont vues depuis le même espace et sont embrassées depuis le même espace. Les tensions en famille ou les tensions au travail, un retard sur un projet ou un collègue qui pète un câble ou je ne sais quoi, c'est vécu de la même façon. À ce niveau-là, on pourrait dire que tout est équanime. Quand je dis équanime, je ne veux pas dire plat. Souvent, les gens disent « Oh là là, ça doit être triste parce qu'il n'y a plus les poussées de joie qu'il y avait avant. Il n'y a plus non plus les poussées de peur ni de doute qu'il y avait avant. Sauf que là, je ne veux pas dire que tout est joie, parce que si je dis joie, il y a forcément tristesse derrière. Mais tout est goûté avec une sérénité infinie. Plus qu'utiliser le mot joie, qui est on pourrait dire duel. Sérénité, c'est pareil, c'est duel, mais c'est vraiment quelque chose de stable, d'infiniment stable, et qui nous permet de traverser les événements dans le film, puisque, ok, il y a quelque chose qui a été vu comme une focale qui a été changée, la vie autour ne change pas. On réalise sa vraie nature, tout de suite,
on est entouré d'une grande lumière et puis tout vient à nous, le compte en banque il se remplit avec des millions d'euros et on a la Ferrari et je ne sais quoi. Non, la vie ne change pas d'un millimètre. Par contre, la révolution, c'est la façon dont la vie est vue. C'est qu'avant, elle était vue avec un prisme, un filtre qui était lié aux mémoires. Et on voyait les choses à travers ce filtre, comme des lunettes de soleil. Et là, on voit les choses comme elles sont naturellement. Et en voyant ça, eh ben, on comprend que rien ne peut nous atteindre. Je dis nous entre guillemets, puisque le personnage a été vu comme étant fictif, étant comme on pourrait dire un accessoire du film. Alors ok, on habite en tant que la conscience cet accessoire, puisqu'on a quelque chose à mettre en lumière à travers justement les situations du film, à travers les situations qui parfois sont souffrantes. On appelle ça des épreuves, des fois très dures, très souffrantes. Et à travers ces épreuves qui nous poussent à aller voir justement d'où viennent ces résistances, eh bien l'objectif de la vie, et ça n'est que de l'amour, c'est vraiment de nous permettre de voir qu'on bloque et qu'on résiste à un moment. Et ça nous invite simplement à aller voir ce qui résiste pour nous en détacher. On fait ça pour une grosse croyance, on fait ça pour une autre, on fait ça pour une autre. On appelle ça éplucher l'oignon. Il y a une expression, c'est éplucher l'oignon. Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et à force de le faire par moi-même, d'aller voir ce qui se présentait, et ben, petit à petit, on s'allège, petit à petit, on s'apaise. Le travail, pour revenir au sujet de la soirée, et je l'ai vu devenir de plus en plus doux. Là où avant, j'avais beaucoup de pression que je me mettais, c'est même pas de la pression qu'on me mettait, de la pression que je me mettais par rapport à la qualité du travail rendu, par rapport au délai, par rapport à tout ce que je pouvais faire, par rapport aux choses que je ne pouvais pas faire également, puisque je n'avais pas assez de temps. Et là, je culpabilisais en me disant oui, je ne suis pas bon, ça, je n'ai pas pu le faire, alors que simplement, matériellement, je ne pouvais pas le faire. Tout ça, ça disparaît. Il ne reste que les choses à faire. Ça ne change pas. Rien ne change dans l'histoire en tant que telle. Et comme ces choses à faire, eh bien, ces choses sont à faire, eh bien, on les fait. Mais on les fait sans pensée tendue, sans pensée limitante, qui viennent générer des émotions dans le corps. Et quand on ne peut pas matériellement, puisqu'à un moment, la journée de travail à 8 heures, 10 heures, et on ne peut pas faire tout ce qu'on peut dans une journée, bah là où avant il y avait du stress et de la tension, bah aujourd'hui il y a simplement l'élan qui est devenu une habitude d'aller voir le responsable en disant bah, écoute, là sur l'organisation, bah là je ne vais pas pouvoir faire. Mais je ne vais pas pouvoir faire parce que matériellement je ne peux pas. Avant, je ne vais pas pouvoir faire était interprété par le mental comme bah, je ne vais pas pouvoir faire parce que je suis nul. Grosso modo, c'est ça. Et cette démarche d'aller voir le chef, bah, je ne la faisais pas. Parce que c'était me mettre mon incompétence quelque part dans la lumière. Alors bien sûr, vous comprenez tous que c'est que des pensées. Mais des pensées qui m'ont quand même bien pourri la vie pendant plus de 50 ans. Donc ça ne sont que des pensées. Mais comme j'y croyais plus, eh bien, bah, ça m'a pourri la vie, ça m'a ruiné la santé. Mais ça m'a permis de faire sauter le bouchon aussi. C'est ça aussi la beauté des tensions, la beauté des situations qui cristallisent, c'est que derrière, il y a un énorme potentiel, un potentiel infini de révélation de ce qui est. Ça ne sert qu'à ça d'ailleurs. La vie n'est pas... la vie est bienveillante, la vie c'est nous.
c'est la partie intime de ce que l'on est, et elle est là pour nous aider, pour nous dire: «Hé là, il y a un truc là, tu as pas vu, mais là il y a un truc. OK, je vais t'aider à le voir». Et en ce sens, ce qu'on appelle la vie, ce qu'on peut appeler la conscience, ce qu'on peut appeler la paix, la source, tous les mots que vous voulez, eh bien, elle est quelque part aux manettes du film et elle change le scénario. Et elle adapte le scénario en fonction de ce que l'on doit intégrer. Je dis intégrer et non pas comprendre, parce que bah, c'est bien sûr pas mental. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, eh ben, ça va continuer à se reproduire. Et encore, et encore, et encore. Oh, la vie est nulle. Dieu n'existe pas puisqu'il ne permettrait pas ça. Euh, la vie, c'est souffrant, c'est que souffrance. En fait, non. La vie, quand elle est vue sans le masque, on ne peut pas le décrire. C'est d'une beauté vraiment indescriptible, d'une joie indescriptible et d'une paix phénoménale, quelles que soient les circonstances. Depuis, depuis la paix de l'esprit chez Christophe, certaines situations ont été chaotiques, mais elles n'ont pas été vécues comme chaotiques. Alors ça fait un petit peu drôle au début, parce qu'on voit les trucs qui partent en sucette, donc on s'attend à réagir un petit peu, et ben non, en fait, il n'y a rien. Tout est vu simplement. Il n'y a pas de je vois et j'essaie de ranger dans des cases. C'est ça qui fait souffrir, c'est ça qui limite. Voir sans filtre, c'est ça, réaliser sa vraie nature, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas un fait d'artifice, c'est pas un effet waouh, c'est pas un super pouvoir. C'est au contraire lâcher tous les pouvoirs que l'on croyait avant avec le mental. Et cette simplicité, je dirais cette simplicité d'être, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est juste conscient d'être, et ça suffit pour appréhender tout ce qui nous entoure sans rajouter quelque chose à être. On le prend, on le vit, on est ça d'ailleurs, on voit qu'on est simplement ça. Et au cœur de ça, le film se déroule. Tout simplement. Et après, il n'y a plus de négatif, ni de positif. Oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ben non, en fait. Alors, ok, il y a un événement qui est arrivé qui a fait que dans le film, bah, ça a pris un petit peu plus de temps, ou un truc s'est arrêté net, ou ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être le départ d'une personne. En fait, tout est vécu comme un ensemble de situations qui sont mises bout à bout. Mais ces situations, elles apparaissent vraiment comme neutres. Alors, quand je dis neutre, ça peut faire pas peur, mais dire oh là là, ça doit pas être très cool le neutre. En fait, c'est un neutre dans la plénitude. C'est une plénitude vraiment équanime, hyper stable, et au cœur de cette plénitude, tout est vécu, y compris le travail. C'est ce qui faisait un petit peu, pas qui m'inquiétait, mais ce qui me faisait dire au début, quand on goûte, et vous avez dû goûter des moments de paix, à travers des méditations, à travers voilà, des moments, bah, on est assis, on a les yeux fermés, on goûte la grâce, et là on se dit, oh là là, faut pas que je bouge, faut pas que j'ouvre les yeux, sinon ça va partir. Et ça peut durer un petit temps après, et après, quand on arrive à la maison, on se dit, oh là là, demain je vais bosser, comment je vais faire pour bosser avec cet esprit vide? En fait, il n'y a pas d'inquiétude. C'est vrai qu'au début, ça peut poser question, puisque on a l'habitude depuis 30, 40, 50, 60 ans, voire plus, de fonctionner avec le mental, la machine qui nous dit quoi faire. Donc, comme dans 80% du temps, c'était le mental compulsif qui nous disait quoi faire, mais il nous disait que des conneries, eh ben souvent, ça générait des peurs, des tensions, voire on se plantait, et puis ça faisait monter la tension, et on était dans une machine à laver. Que là,
les mouvements de la pensée qui arrivent, j'appelle plus ça des élans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, ce sont plus des pensées qui sont issues de choses qui ont déjà été vécues, voire même qui ont été apprises. Des fois, je fais des choses, je les ai pas apprises et c'est la chose parfaite à faire. Et une fois ou deux, les personnes m'ont dit, bah, où c'est que tu as appris à faire ça? Moi, je trouve un truc un peu pipeau, du genre, bah, j'ai dû le lire quelque part, mais simplement, je l'ai fait parce que ça émanait de cet espace en arrière-plan, simplement. Alors, je vais regarder s'il y a quelques questions. Hop, hop. Alors, est-ce qu'un éveillé... Alors, tu dis Patrick, j'imagine que c'est moi. Moi, c'est Christophe, mais Patrick, ça me va aussi dans la mesure où il n'y a pas d'attachement au nom. Ça me va très bien. Est-ce qu'un éveillé peut avoir... Je n'utilise jamais le mot éveillé parce que toi aussi, tu es éveillé, sauf que tu n'en as pas conscience, c'est juste ça. Peut avoir spontanément des pensées aussi stupides, voire négatives qu'un être ordinaire. Alors tu vois, j'ai dû donner la réponse il y a quelques minutes, je n'avais pas vu la question avant, il n'y a plus de pensées, il y a des pensées, je l'ai dit, mais l'étiquette stupide et négative, non. C'est quoi une pensée stupide? Une pensée stupide, c'est une pensée qui va à l'encontre de tes croyances. Ça devrait être comme ça, je fais comme ça, donc j'ai fait un truc stupide. C'est pareil pour les pensées, mais là, pas du tout. Oui, il y a des pensées, mais il n'y a plus l'étiquette derrière. Il y a une pensée issue de l'arrière-plan, une pensée que j'appelle un élan, et ça se fait. Donc, il n'y a plus du tout d'étiquette. Donc, la question en tant que telle, tu vois, c'est pas que je ne veux pas y répondre, mais c'est que elle n'a pas de sens. Dans le sens où, oui, il y a des pensées, si ça peut t'aider à comprendre, mais par contre, les pensées sont toutes alignées, je pourrais dire, avec ce qui doit être fait. Et il n'y a plus d'étiquette, bien sûr. Ça, c'est... Par contre, une pensée que tu vas dire à quelqu'un qui est en face, lui, il va peut-être l'étiqueter comme stupide. Parce que dans son référentiel, ce truc-là, c'est stupide. Alors que dans l'absence de référentiel que tu vis, c'est la perfection à faire dans l'instant. Voilà ce que je peux répondre. Alors, Sabrina qui dit que les soins se font simplement depuis l'espace de la présence. Tout à fait. C'est ce que je continue à faire des soins. Et je ne suis plus du tout raccroché aux techniques, aux pratiques que j'avais appris. Ça se fait depuis l'espace, en arrière-plan. Ça se déroule naturellement. Et c'est encore plus parfait qu'avant, puisque quand on suit un référentiel, on est forcément limité, et la vie n'est pas limitée. Quand on est face à une personne qui a des maux, MAUX, des problématiques énergétiques, les protocoles, les référentiels ne peuvent pas répondre à tout. Alors que quand on fait ça depuis l'espace de paix, et puis on voit tout de suite, en fait, les gens, quand ils arrivent, même dans les accompagnements, quand je les vois, alors c'est là où ça va être chaud pour expliquer. Je vois les personnes, on pourrait dire éveillées, pour utiliser le mot que Patrick, que la personne, j'ai pas son prénom, utilisait avant. Mais par-dessus, on voit les nœuds, les masques ou les choses qui sont un petit peu désordonnées. Et pour une séance, c'est pareil. Je vois là où la personne a des faiblesses, des limitations, et je vais directement là-dessus sans aucun problème. Alors Hélène, j'adore. Tout est fluide, tout se fait tout seul. Ouais. Mais c'est pas une belle parole, hein. C'est pas un proverbe qu'on peut afficher sur un mur, c'est vraiment la vérité. Tout se fait tout seul. Et c'est là, alors, avec le mental fonctionnel, bien sûr, je donnais l'exemple tout à l'heure d'être là à 18h pour faire le truc. Ok, il y a l'idée qui arrive, la pensée qui arrive, je la suis et je suis là. Et tout est ok, il n'y a pas de souci. Et
Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Il n'y a plus rien qui échappe à cette règle-là. Et, et c'est difficile à comprendre, voire impossible à comprendre, quand, quand on ne l'a pas vécu. Et on se dit, mais à quoi il sert le mental alors? Parce que toute notre vie, on fait des formations, on apprend des trucs, et on se remplit, on se remplit la tête de mémoire. Ben oui, on se remplit de savoir, en fait. Et le savoir, c'est pas ce qu'on est. Le savoir, souvent, on pense que plus je saurai, plus je serai en paix, plus ça ira bien. Mais non, en fait, le savoir, grosso modo, il alimente encore plus le mental. Donc, à un moment, on oublie le savoir. Alors, il y a le savoir pratique, bien sûr. Quand, si vous travaillez, que vous êtes comptable, bah, vous devez connaître dans l'histoire le plan comptable pour imputer les dépenses, les recettes là où il faut dans les bonnes familles comptables. Ok, ça c'est un savoir qui est utile. C'est pas un savoir qui va générer des pensées qui vont occasionner des troubles. Mais sinon, tout se fait sans rien savoir. Et du coup, tout se fait tout seul. Alors, moi, je suis en difficulté dans l'avant-éveil. Rien n'a de sens, aucune envie, sauf basique, manger, dormir. Je trouve que c'est difficile de concilier vie de couple, vie mondaine et quête. Alors, ça, c'est un moment que je ne sais pas si tout le monde le vit sur le chemin, mais énormément de personnes le vivent. Je crois que Pierre appelle ça la période des bras ballants. On peut appeler ça la période canapé. C'est un moment où il n'y a plus d'envie. On, on goûte un état de stabilité intérieure qui n'est pas encore l'ouverture complète, puisque dans l'ouverture complète, du coup, il y a les élans qui arrivent. Et alors, ce n'est pas des envies, hein, mais il y a les élans qui arrivent et qui se manifestent. Donc, il y a des mouvements. Des fois, il n'y a pas de mouvement. Chez Christophe aussi, ça arrive. Bah non, cet après-midi, je vais me poser. Voilà, je me pose. Et puis bah, après, il y a un truc qui vient et ok, j'y vais. Mais je comprends, c'est difficile de concilier vie de couple, vie mondaine et quête, parce qu'en fait, tu fais en fait une distinction entre ce que tu commences à vivre, qui est paisible, qui est stable, et le film. Et là, ce que je décris depuis tout à l'heure, c'est que en fait, le film se vit depuis cet espace de paix. Donc en fait, à un moment, les deux fusionnent. C'est-à-dire qu'au départ, dans la vie, on vit l'histoire depuis le personnage. Donc bah là, on en prend plein la figure. C'est bim, bam, boum, ça part dans tous les sens. OK. Après, à un moment, donc soit c'est à travers une pratique, soit ça peut être un événement de la vie, comme un burn-out, par exemple. C'est souvent des personnes en accompagnement, c'est le burn-out, rendez-vous, et là, éclair de lumière, de compréhension, et là, ça file droit vers les nettoyages complets, parce que le burn-out, ça a une grâce infinie, c'est celle de nous obliger à baisser les bras et d'arrêter de résister. Donc, comme disait Hélène tout à l'heure, ben, on laisse les choses se faire toutes seules, simplement puisqu'on ne peut plus physiquement interagir. Donc, on est capoute et on laisse faire les choses. Et là, les choses commencent à s'ouvrir. On rencontre des personnes, on va sur Internet, on lit un bouquin et pouf, il y a une réponse qui nous apparaît. À partir du moment où on laisse faire les choses, tout arrive. Et là, toi, du coup, tu es dans la deuxième partie. La première partie, c'est on vit l'histoire du film depuis le personnage, donc depuis l'acteur, donc depuis un objet du film. La deuxième étape, c'est de sortir du film. C'est-à-dire qu'on goûte, on goûte la paix, mais on pense que c'est la fin du chemin et on pourrait dire qu'on est sorti du film. C'est-à-dire que tu es dans les coulisses, en fait, grosso modo. Mais dans les coulisses, tu n'interagis plus dans le film, en fait. Et après, il y a un moment qu'on peut appeler la fusion, la réunification, voilà, il y a plein de mots qui disent ça, la phase suivante, c'est simplement d'interagir dans le film, mais depuis les coulisses. C'est-à-dire que moi, dans le quotidien, alors j'ai essayé de l'expliquer récemment à quelqu'un qui voulait savoir, j'ai eu un petit peu de mal. La façon dont on perçoit les choses ne change pas. C'est toujours depuis cet espace paisible, en arrière-plan.
OK. Mais sauf qu'on vient s'intégrer plus ou moins dans le film en fonction de ce qu'il y a à faire. Quand on est au travail, par exemple, eh ben Christophe, il reste un petit peu moins dans l'arrière-plan. Enfin, je dis Christophe entre guillemets. Ça reste un petit peu moins dans l'arrière-plan et ça reprend un petit peu l'habit de Christophe pour déjà interagir avec les acteurs du travail, pour faire les actions pratico-pratiques dans le film. Et après, bah ça, des fois dans la journée, quand à un moment je suis en train de faire un truc qui est vraiment automatique, bah, ça repasse un petit peu en arrière-plan. C'est-à-dire que Christophe retire ses vêtements et, et je dirais pas redevient la paix, parce que même Christophe, avec le mental avant, c'était la paix. Mais Good plus la paix, quand voilà, quand il y a de l'interaction, reprend un petit peu, on rentre un petit peu dans le film, et puis ça fait ça. Parfois, quand il y a des réunions où sur la réunion, bah, il n'y a que 10 minutes ou 15 minutes qui m'intéressent, bah, sur la partie qui ne m'intéresse pas, bah, souvent je passe en arrière-plan et j'écoute, mais sans interagir. Et là, des fois ça m'est arrivé, on me demande la parole tout de suite, ben là, vite, je rentre et il y a un petit moment où il faut que je raccroche les wagons pour revenir dans le film. Donc voilà, c'est ça. Pour l'instant, tu es dans la phase où tu goûtes ça et bah, c'est difficile de concilier avec ce que je viens de dire, de concilier vie de couple, vie mondaine, quête, enfin bref, même le boulot, ça doit être, si tu travailles, bah, voilà, tu dois pas avoir d'élan pour le travail ou tu as envie juste de goûter la paix. Bah, dis-toi que la phase suivante, c'est goûter la paix et en même temps agir dans le film. C'est aussi simple que ça. Alors, tu continues, j'avais pas vu. J'ai l'impression d'être sans cesse invité à revenir au mental, offert à l'extérieur. Bah voilà, je viens de donner la réponse en fait. C'est qu'en goûtant l'espace de paix, bah, bien sûr, on t'invite à revenir au film. Puisque le but du jeu, c'est pas de rester dans ta bulle, assis au pied d'un arbre, et puis goûter la paix comme ça peut très bien se faire. Ça peut être un chemin de vie. En Inde, il y a des personnes, voilà, elles passent toute une vie au pied d'un arbre, elles sont nourries si toutefois elles s'alimentent par les habitants, mais ça peut être un chemin. Maintenant, on parle de la réalisation et après on parle de s'installer dans la réalisation. Ça, je ne comprenais pas non plus ce que ça fait, ce que c'était. Et là, depuis un an, bah, je vois vraiment une je ne veux pas dire une solidité du processus, mais les habitudes de fonctionnement qui étaient là avant se sont effacées, ont été remplacées par ce mouvement de laisser faire, et ça devient je dirais, c'est ce qui a remplacé l'ancien fonctionnement. Et depuis cet espace, ben, on peut très bien agir dans le film, comme on peut très bien s'extraire du film et goûter la paix, mais après, là, du coup, on ne peut plus interagir. Et de toute façon, on goûte la paix, même dans le film. Alors, elle est juste un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est même pas voilé, parce qu'on ne peut pas voiler la paix infinie avec un objet limité. C'est pas possible. Mais pour vous donner, essayer de le décrire, c'est comme s'il y avait, voilà, dans cette paix, un objet qui apparaissait. Et cet objet, on s'en occupe. Ça peut être une action à faire, et on l'a fait. Et la paix derrière, elle ne change pas. Il n'y a pas de souci. Troisième question, c'est normal. J'ai l'impression de devenir aigri et triste. Bah oui, parce qu'en fait, si tu peux être aigri et triste quand tu es dans le film, que tu souffres et que tu prends tout dans la figure, tu peux être également aigri quand tu es de l'autre côté, que tu goûtes la paix, ou que tu n'as plus envie de faire les choses, mais c'est paisible, parce que du coup, tu perds l'interaction sociale et les interactions générales avec le film, et ce qui va réconcilier les deux parties, bah, c'est la fusion quelque part, entre le fait de goûter la paix et en même temps vivre dans le film. Mais ça, tu peux pas le faire. Enfin, je dirais, tu peux pas te forcer à le faire, sinon tu y mettrais de la résistance. Et on l'a dit tout à l'heure, quand tu goûtes la paix, il n'y a plus de résistance. C'est vraiment l'accueil infini de tout. Même, tu as un accident de voiture, tu l'accueilles. Après, tu fais les choses. On laisse pas faire les choses. On ne dit pas amen à tout. Mais on accueille. Et depuis l'espace de paix vont émerger
des élans, des pensées qui vont nous orienter vers la chose la plus parfaite à faire pour résoudre ce problème qui n'est plus un problème, qui est une situation comme une autre et vécue de façon très paisible. Donc, pas d'inquiétude, garde le moral et vraiment intègre le fait que tu peux. Là, ce que je ressens, c'est que tu as la tension. Tu as une tension qui est sous-jacente. La chose que je t'invite à faire, je la sens ici, au niveau de la poitrine, c'est d'accueillir cette tension. Tu peux faire le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure, 10 minutes, et là, tu vas voir que cette tension dans le corps, bah, tu vas la voir beaucoup plus clairement. Comme le corps sera complètement détendu, elle va apparaître, et depuis cet espace paisible, eh ben, tu la regardes et tu la prends dans les bras. Tu lui souris. Alors ok, c'est une tension dans le corps qui peut être un petit peu inconfortable. C'est pas grave. C'est pas grave. Et tant que tu voudras qu'elle s'en aille, bah, tu vas résister. Tu vas faire un mouvement de résistance pour la dégager. Que si tu l'accueilles, tu dis oui, mais si je l'accueille, elle va planter sa tente, elle va. Non. Justement, quand on accueille une résistance, et ça c'est important que tout le monde l'entende, quand on accueille une résistance, la résistance se dissout et s'efface. C'est le seul moyen de dissoudre une résistance. Il n'y en a pas d'autre. Alors soit ça passe par l'observation consciente depuis l'espace paisible, soit ça passe par le burn-out. Il y en a un qui est plus cool que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, bah, la vie à un moment vous obligera à y arriver. Et ce sera un petit peu plus inconfortable. Donc je vous rappelle la vidéo que vous allez trouver sur la chaîne, qui est celle-là, que vous pouvez, vous faites en direct, ça doit durer 3/4 d'heure, 1 heure, je ne sais plus. Et c'est justement cette vidéo, ce processus. Après, vous pouvez juste la regarder une fois pour voir le processus, et après, vous le faites naturellement. C'est simplement aller voir les résistances. Et ça les transcende, toutes les résistances, les pires situations de la vie qui ont généré la pire des tensions, eh bien, ça s'efface. Et je peux vous dire que, en regardant en arrière, avec toutes les personnes que j'ai eues en accompagnement, il n'y a aucune résistance qui n'a pas pu partir. C'est pas possible. Alors des fois, ça prend un petit peu de temps, puisque la personne s'accroche encore un petit peu. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Alors je ne dis pas que c'est évident, bien sûr. Et surtout, il ne faut pas écouter les pensées du mental, qui dit oui, mais si tu l'accueilles, ça va être encore pire, puisque blablabla. Bla, bla, bla. Si vous accueillez si vous donnez corps à ces pensées, que vous y croyez, bah, là, vous allez souffrir. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure de l'ego. Ça, c'est la phase suivante quand l'ego a été dégrossi. Eh ben, alors c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver, ça arrive souvent, qu'il y a une forme plus subtile d'ego qui arrive. On appelle ça l'ego spirituel. C'est en fait, je suis plus spirituel que l'autre. Il y a toujours déjà dans la notion d'ego spirituel, il y a toujours une comparaison. Donc s'il y a une comparaison, faut tiquer, c'est que le mental est encore là. Chez Christophe, il n'y a plus de comparaison, mais zéro comparaison. Je fais un truc, je ne me compare pas avec un autre en disant oui, j'ai fait mieux, j'ai fait moins bien, j'ai fait truc. Je fais le truc. Une personne, des fois, peut me dire bah tiens, j'ai fait plus que toi. Bah, je dis ouais, c'est cool. Bah ouais, bah écoute, oui, j'ai rien d'autre à dire. Bah ouais, c'est tout. Mais il n'y a pas de ressentiment par rapport au fait de ne pas avoir fait mieux ou de faire moins bien. C'est naturel. Donc l'ego spirituel, ouais, effectivement, c'est le petit indice qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est la comparaison. Voilà. Ouais, bah oui, lui, ça fait 20 ans qu'il est sur le chemin, il n'a pas réussi, moi ça fait 10 ans et ça y est, j'ai réussi. Bah, ça fait partie du chemin. Faut pas le rejeter, faut pas y résister. Je viens de dire pourquoi. Vous y résistez, vous allez le renforcer. Accueillez-le. Accueillez cette pensée qui dit oui, j'ai fait mieux que lui. Voyez ça simplement comme une pensée, simplement. Mais c'est parce que c'est que ça, c'est tout. Il y a rien d'autre.
archéonaute avec ses questions super géniales. Comment voir des résistances qui nous sont inconnues? Alors je ne sais pas ce que tu entends par inconnu, parce que, une résistance par définition, ça résiste et du coup dans le corps, tu le sens. Pour moi, si tu sens pas dans le corps, il y a 2 solutions, c'est soit il y a rien ou soit le corps a mis en œuvre un processus de protection qui fait que tu perçois pas la la résistance parce qu'elle a été mise sous clé, simplement pour te protéger. Dans les chocs, post-traumatiques, par exemple, et bah, souvent les gens, ils ressentent plus rien. Quand on leur demande de repenser à la situation, bah, c'est neutre, quoi. Donc là, dans la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, d'aller voir les résistances dans le corps, pour ces personnes-là, c'est compliqué, avec cette méthode-là. C'est-à-dire qu'il faut aller un petit peu plus profond avec d'autres méthodes qui vont quelque part aller sous les fondations du château fort pour aller rentrer à l'intérieur et aller voir ce qui est caché derrière. Rentrer dans le coffre, en fait, quelque part. Mais je vois pas ce que tu veux dire, si tu peux préciser dans un peu plus loin, parce que voir les résistances qui nous sont inconnues, si tu veux dire les mémoires qui nous sont inconnues, c'est différent. Aujourd'hui, tu as peur de la foule, ou peur de parler en, en public, je dirais. Et tu sais pas d'où ça vient. OK? Mais ça, on s'en fout. Effectivement, si l'origine de la mémoire est inconnue, ben on s'en fiche. Parce qu'en fait, on va travailler non pas sur l'origine de la mémoire, mais sur la manifestation dans le corps de cette mémoire. Donc, s'il y a une mémoire dans le corps, qui a vu son origine quand tu avais 5 ans ou 4 ans, je dis n'importe quoi, un accident de voiture, ou tu étais à l'école et puis il y a eu, tu as fait un exposé devant tout le monde, une récitation, tu as tout oublié, tu as eu un trou de mémoire et tout le monde s'est moqué de toi à la maternelle, ou en CP, ou en CE1. T'as été choqué. Ça a créé un mini traumatisme qui a créé une mémoire. Cet événement, tu l'as oublié. Mais ça a créé une mémoire. Et la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son infinie bienveillance, elle va adapter le scénario pour mettre ça en lumière. C'est-à-dire qu'elle va pas arrêter de te présenter des situations où tu vas être face à autrui. Alors ok, bah, tu vas être souvent mal, parce que c'est une situation dans laquelle tu n'es pas bien. Et souvent, tu peux dire oui, mais la vie est dégueulasse parce que ça, j'aime pas et on n'arrête pas de me le présenter. Sauf que bah, c'est volontaire. Sauf que la vie n'est pas là pour nous présenter les choses pour nous faire mal, mais simplement pour nous pointer du doigt et nous dire là, il y a un truc à regarder. Alors, ok, la vie nous dit là, il y a un truc à aller voir. Sauf qu'elle ne nous dit pas comment il faut y aller. Et là, derrière, bah, effectivement, c'est à nous de chercher. Des façons de voir les choses, il y en a plein. Ça peut être bah, la pratique que je vous proposais tout à l'heure, ça peut être la méditation, ça peut être plein de pratiques différentes, le yoga, ça peut être des pratiques énergétiques. Il y a des centaines et des centaines de pratiques. Donc, si c'est ça que tu voulais dire, bah, j'ai répondu. Si c'est pas ça, que c'est à côté de la plaque, oui, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Souci générationnel ou oui, mémoire, bah, c'est ça, c'est pareil. Je disais que je voulais le dire, et en fait, je l'ai oublié, mais tu as donné la réponse. On peut avoir les mémoires. Les mémoires, c'est une chose qui est arrivée, qui nous a choqués, comme par exemple l'enfant qui a oublié sa récitation, qui se fait foutre de lui dans sa classe, et qui va développer une peur ou une phobie de parler devant les autres. Ok, ça peut être quand il est jeune, et on peut l'avoir oublié. Maintenant, il y a 2 autres types de mémoires. Il y a ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles et les mémoires karmiques. Bah là, vous n'allez pas vous en rappeler. Par contre, la mémoire, elle va être là. Vous allez l'apporter, la véhiculer. Et si vous avez été, moi je reprends le même exemple, mais super humilié en public dans une autre vie, ou que ça a été un aïeul qui a vécu une situation comme ça, bah, vous allez manifester exactement la même peur. Alors que dans l'histoire, le personnage là, qui vit l'histoire, bah, lui n'a rien vécu de tel. Alors il y a quelque chose qui peut nous mettre
La puce à l'oreille, c'est quand un enfant, dès son plus jeune âge, il développe certaines peurs ou certaines phobies. Que, a priori, sauf s'il n'en a pas parlé, qu'il s'est passé un truc à l'école et qu'il n'en a pas parlé, mais que, on va dire qu'il n'y a pas de raison particulière pour qu'il développe une peur ou voilà, une limitation par rapport à tel ou tel domaine, et que chez lui ça devient très très prégnant, bah souvent l'origine n'est pas de cette incarnation-là, mais elle peut venir de soit de la lignée transgénérationnelle, et ça souvent les gens disent bah oui, mon père est pareil, bah, mon grand-père était pareil. Bah là, il n'y a pas photo. Hein. Et sur le transgénérationnel, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a des publications sur l'épigénétique, et notamment un marqueur génétique qui s'appelle le AG15, je ne sais plus quoi, qui est un marqueur, par exemple, sur du stress. Ils ont trouvé qu'ils ont fait des analyses et des études sur des personnes qui avaient été déportées dans les camps de concentration, qui avaient eu, pas peur, mais qui étaient en terreur tous les jours de leur vie pendant cette période-là. Ces personnes ont eu des enfants, et ils ont fait des tests sur les personnes qui avaient été dans les camps et sur la famille. Ils ont trouvé les mêmes marqueurs de stress, de tension, qui se sont transmis de génération en génération. Donc aujourd'hui, on vit une époque formidable où la science, elle rejoint ce qu'on sait depuis des milliers d'années, en fait. Mais c'est concret. Et cette mémoire, du coup, on peut s'en débarrasser, par contre, exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou avec les pratiques énergétiques. C'est pareil. On n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. Pourquoi? Parce que la vie va nous resservir sur un plateau. Donc, la semaine dernière, vous avez voulu aller présenter un truc en commun, vous n'avez pas pu, vous étiez bloqué, et ben vous allez voir dans le corps là où ça bloque. Et l'origine de cette mémoire elle remonte peut-être à 2, 3, 5 vies ou 2, 3 générations en haut, ben vous allez la faire sauter. Pareil, c'est pareil. Il n'y a pas de, souci. Alors, un être réalisé ne voit pas la vie à travers les pensées, dont à partir d'où la vie est vue. C'est une très bonne question. Chez moi, quand j'essaie d'aller voir, ben je ne trouve rien. D'accord, ok. Patrick, c'est ton nom. Ah oui, d'accord, ok. Comme tu avais commencé par Patrick, je pensais que c'est moi que tu parlais, mais ok. Alors, Patrick. En fait, la réponse n'a pas de sens, parce que tu dis à partir d'où la vie est vue, alors que c'est la vie qui voit. Il faut que tu vois le problème dans l'autre sens, en fait, ta question dans l'autre sens. Alors, pour reprendre ton terme, un être réalisé, en fait, quand on se réalise, quand on, ça veut rien dire, mais là, ça va être biscornu, ce que je vais dire, parce que ça va être 100% paradoxal. Quand on réalise sa vraie nature, on se rend compte que on n'est plus le personnage, et on n'est surtout plus un être. Donc, un être réalisé, ça n'existe pas, mais je vois ce que tu veux dire. À partir d'où la vie est vue, je dirais, c'est plus la vie qui voit le film. C'est ça. Mais la vie ne peut pas se voir elle-même, vu que la vie, il y a unité. Et comme il n'y a que la vie, tu peux voir que quand il y a deux. Si tu es en face de moi, il y a toi, il y a moi, tu me vois et je te vois. Mais quand il n'y a qu'un, un œil, il ne peut pas se regarder tout seul. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que là, ça devient compliqué à expliquer, parce que là, du coup, c'est inexplicable. Chez moi, quand j'essaie d'aller voir, je ne trouve rien. Alors ça, c'est normal. Si tu essaies de voir, depuis Patrick, ce qu'il y a derrière, tu vas avoir un grand vide. Puisque ça va être étiqueté comme tu vas le vivre encore depuis Patrick, et que le mental ne peut pas étiqueter la conscience, la paix ou notre vraie nature, pour lui, c'est vide. Alors que c'est loin d'être vide, en fait. C'est plein de stabilité, c'est plein d'amour, c'est plein de confiance, d'accueil, tout ce que vous voulez. Donc c'est tout sauf du vide. Donc ce que tu me dis là, c'est tout à fait normal. Donc essaie de lâcher le personnage qui veut aller faire ou aller voir quelque chose, et essaie simplement de... La proposition que je vous faisais tout à l'heure, de dissoudre le personnage, c'est la meilleure solution. Il n'y a plus d'observateur
physique, en tant que personnage. Et il y a juste quelque chose, je dirais, voilà, qui voit, et c'est cet espace. Et cet espace, vous n'êtes pas dans cet espace, c'est vous, cet espace. Et cet espace, c'est la vie également. Et on ne peut pas dire que la vie, elle est vue depuis la vie, mais la vie, par contre, voit l'histoire. Et comme la vie, qui est infinie, voit l'histoire qui est toute rikiki, parce qu'en fait, l'histoire d'un personnage, quand vous regardez, c'est plein de petits épisodes qui sont limités dans les formes et dans le temps, et ben, ça passe crème, en fait. Il n'y a plus de problème. On en rigole des fois. Donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas être plus clair, mais c'est essayer de voir vraiment la vie comme étant ce qui voit tout. Donc, c'est tout. Voilà. Et qui se vit également en tant que ce qui voit tout. Donc, la vie, c'est ce qui voit tout, ok, mais avant la désidentification, bah, il y a les personnages qui croient qu'il est le personnage, et quand ça s'efface, ça saute, bah, le personnage reste là, je suis devant vous. Mais par contre, ce qui est vu, c'est comme si c'était vu à travers les yeux de Christophe, ok, mais depuis l'arrière-plan, donc on va dire depuis la vie. Je vais arrêter là parce que ça va devenir compliqué à développer, mais je ne peux rien dire de plus que ça. Alors, Florence, bonsoir. Au travail, je suis confrontée à la colère. Je m'occupe d'enfants en difficulté et ils savent où appuyer, alors que j'ai beau aller voir cette colère, elle revient sans cesse. Alors, les enfants, en ce qui concerne les enfants, bah, c'est simplement le vecteur de mise en lumière chez toi de ce qu'il faut aller voir, simplement. Alors, si tu vas voir et qu'elle revient sans cesse, c'est que tu ne vas pas forcément voir de la bonne façon. Une colère, c'est appris, ça a été cru à un moment. Il y a quelque chose qui fait que c'est quelque chose qui a émergé dans l'histoire du personnage. Ce que l'on est, et non pas qui on est, donc ce que l'on est en arrière-plan, c'est l'absence de colère, l'absence de tension, l'absence de tristesse. C'est un équilibre permanent au niveau de la paix, je dirais. Puis j'ai pas d'autres mots à employer. C'est une paix permanente et stable. Donc la colère, l'enfant, le bébé n'est jamais en colère. La colère, c'est appris. La colère, c'est un mouvement mental qui va émerger dans le corps sous forme d'une émotion, puisqu'il y a une résistance par rapport à quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est quoi? Bah, limite, on s'en fout. C'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Tu n'as pas forcément à aller voir d'où vient cette colère. Par contre, si tu ne l'as pas déjà fait, essaye le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que enregistre, alors là, tout le monde peut noter sur un petit papier. Le truc que je propose dans les entretiens, c'est au cours d'une journée, vous vivez des situations. Et comme les situations, le scénario dans le film est là pour permettre la mise en lumière des tensions chez vous, donc des mémoires, pour vous permettre d'aller les voir, les transcender, et au final que la paix et la joie qui a toujours été là, elle émerge, parce qu'en fait elle était cachée sous ces couches, d'où la notion d'éplucher l'oignon. Et pour mettre en lumière ces couches, eh ben, il y a les scénarios de la vie qui sont là. Donc, dans une journée, vous allez faire quelque chose et vous allez sentir que c'est pas fluide, là, il y a un truc qui bloque. Donc, soit c'est dans le ventre, soit c'est au niveau du plexus, soit ça peut être une peur irrationnelle ou un truc qui coince et qui manifeste dans le film. Ok, vous notez sur votre téléphone, juste, voilà, quand j'ai fait ça, c'était tendu là. Point, vous fermez le téléphone. Et puis, vous faites ça, vous vivez, vous faites qu'il y a vos occupations. Et à un moment, quand vous voudrez, bah, vous faites la petite séance d'aller voir les mémoires. Alors, vous vous rappelez plus ce que c'est, donc vous regardez le téléphone, vous dites, ah oui, bah, quand j'ai fait ça, effectivement, avec les enfants, là, cette situation-là particulière, donc tu notes la situation particulière, là, ça fait émerger chez moi une grande colère. Donc, tu es chez toi, tranquille, sur ton lit, dans ton fauteuil, tu regardes ça, ok. Donc, tu te mets en paix. Tu te décontractes physiquement, tu te focalises sur ta respiration, donc tu prends conscience de maintenant, donc là tu coupes
Déjà, une partie de la puissance du mental et après tu fais disparaître, Florence. Tu goûtes simplement le fait d'être cet espace, même si c'est un tout petit peu, bah, tu goûtes cet espace et depuis cet espace, eh bah, tu visualises que sur un écran, eh bien, toi, la paix, tu visualises, mais à la troisième personne. Tu te vis pas en train de vivre la scène. C'est ça qui est important. C'est tu vis depuis la paix que tu es, un extrait de film. Le personnage s'appelle Florence. Il est avec des enfants et tu vois le truc se faire. Et là, dans le corps, ce que tu as senti quelques jours avant, ça va réémerger. Et là, tu le regardes. Tu le regardes, tu lui souris, tu le prends dans les bras, tu l'accueilles, tu le laisses être simplement. Chose qu'on fait jamais. Quand il y a un truc dans le corps qui est là, ah, voilà, on pense à autre chose, et du coup, le truc, il reste là, voire il grossit. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, si c'est trop dur, dans un premier temps, c'est juste regarder. Accueillir, quand vous goûtez pas complètement la paix, ça peut être parfois un petit peu difficile. Par contre, quand ça commence à se révéler, eh bien, vous allez voir que c'est très facile. Et là, vous regardez cette tension. Juste la tension, hein. Vous lâchez l'histoire, après, vous êtes juste sur la tension dans le corps. Et vous allez voir que ça va diminuer. Ça peut se déplacer, à droite, à gauche. Vous allez là où ça se déplace. Ça peut pleurer, ça peut tousser, ça peut rôter, ça peut bâiller. Le corps va peut-être manifester des choses. Il se remet à l'équilibre. Pas d'inquiétude, c'est normal. À la fin, vous vérifiez. Vous retournez dans la paix. Vous vérifiez la scène et vous allez voir qu'il y a une grande distance qui a été prise par rapport à cette scène. Alors là, il y a deux solutions. C'est soit vous vivez la scène, mais ça ne vous impacte pas, même ça ne vous concerne pas en fait. Ou soit ça vous concerne moins, il y a de la distance qui a été prise, mais dans le corps, il y a encore quelques petites manifestations. Et bien là, vous retournez, vous faites un deuxième passage. Et généralement, au bout de deux passages, il n'y a plus rien. Vous voyez la scène, vous allez voir, c'est vécu de façon zen, il n'y a plus de tension. La scène, tu la revis le lendemain, et ben tu vas voir que ça va être pareil. La scène que tu imagines et la façon dont tu la vis en imagination, ça va être exactement la même façon que tu vas ressentir quand tu vas la vivre pour de vrai. Je l'ai vécu des dizaines de fois et c'est comme ça. Le mental, il ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui est imaginé et la réalité. Donc, si tu fais un test sur quelque chose que tu imagines, quand ça se passe pour de vrai, c'est cool. Aussi simple que ça. Ok. Alors, j'espère que j'ai été clair. Alors, pour terminer, je voulais vous annoncer deux choses que j'ai écrites là, parce que je ne m'en rappellerai pas sinon. Alors, je vais continuer à mettre dans les podcasts, parce que certaines personnes m'ont dit que ça les intéressait. Alors, j'ai un petit peu de retard. Toutes les publications de la chaîne. Donc, ça peut être effectivement les satsangs, mais également les méditations guidées. Vous avez peut-être vu que cet été, l'élan. Alors, c'est quoi un élan? C'est ça. J'ai jamais fait de méditation guidée en vidéo. Ça fait des années qu'on me les demande en me disant, avec ta voix, il faudrait que tu fasses des méditations guidées. Ouais, ça n'a jamais résonné jusqu'au mois de juillet, je crois, je ne sais plus quand, où j'ai eu l'élan de le faire et je l'ai fait. Donc, je vais continuer à remettre des méditations guidées sur des thèmes différents. Et surtout, grosse nouveauté, je vais proposer une nouvelle émission, mais que je ne vais pas faire tout seul, que je vais faire avec quelqu'un qui va être invité. Et cette personne, pour parler de personne, même si dans l'absolu, il n'y a personne, mais là, on referme un petit peu et ça va quand même être une personne qui va être face à la caméra. Souvent, on m'oppose la question, on me dit oui, mais toi, tu es réalisé, donc c'est facile pour toi, mais nous qui sommes sur le chemin, c'est compliqué et blablabla. Oui, c'est pas faux, mais avant de réaliser le soi, eh bien, effectivement, il y a eu des moments, des éclairs, des ouvertures, ce que j'appelais des lueurs d'éveil. J'appelle ça aussi des échantillons gratuits. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le mental il s'efface, un moment où on goûte la paix. Ça dure le temps que ça dure.
le temps entre guillemets, puisque quand on goûte ça, j'en ai pas du tout parlé ce soir, mais j'ai fait d'autres satsangs qui parlent du temps, il n'y a plus de notion de temps. Donc pour boucler et terminer avec le sujet de ce soir et le travail, c'est un peu compliqué quand on a la notion de temporalité dans le travail, des plannings, des dates, des trucs à rendre, parce qu'en fait, quand on n'a plus la notion du temps en tant que temps linéaire qu'on avait avant, bah, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc je note beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, beaucoup de rappels, beaucoup de relances en me disant ça, t'oublies pas ci, t'oublies pas ça, parce que comme le temps est différent, eh bien c'est parfois compliqué. Et du coup, j'ai vécu ces lueurs d'éveil. Et après, j'ai replongé, certains disent dans la matrice, ou j'ai replongé dans le film avec le mental, en me disant oh là là, bah, j'ai perdu ce truc-là, mais j'avais quand même ici gardé ce souvenir de cette expérience. Et ce que je vais vous proposer, dans 15 jours, ce sera en remplacement du satsang, ce sera une émission que j'ai appelée du coup Lueur d'éveil. Je n'ai pas été chercher très loin parce que c'est ce qui m'avait été donné de voir. Et j'ai rencontré 2 personnes, dont une qui présente ce soir, qui vont partager un petit peu ce qu'elles vivent encore ou ce qu'elles ont vécu, ce petit intermède, cette pause dans le flux des pensées, des tensions, comment c'est vécu. Alors, ça ressemble un petit peu à l'émission Chemin d'unité, sauf que Chemin d'unité, c'est les personnes qui sont éveillées. Enfin, qui sont éveillées. Ça ne veut rien dire. Personne éveillée, vous avez compris. Ces personnes qui ont arrêté la quête, qui ont réalisé leur vraie nature et qui goûtent la paix de façon continue aujourd'hui. Là, c'est vraiment de voir comment une personne qui a cette pause dans les pensées, dans le tumulte des pensées issues du mental, bah, comment c'est vécu, comment ça peut aider. Et là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ces personnes ont retrouvé le mental ou si elles restent encore un peu dans la peine. Est-ce qu'on va le retrouver ou pas? Si elles ne le retrouvent pas, bah, c'est ce qu'on appelle la réalisation, et auquel cas, bah, après, elles pourront aller voir un chemin d'unité. Mais parfois, c'est juste une parenthèse qui se fait, et c'est quand même intéressant d'entendre ce partage-là. Voilà. Donc ce sera dans 15 jours, en remplacement du satsang habituel. Et ce sera une jeune fille qui s'appelle Amandine, qui a vécu ça au mois d'août, et qui voilà, nous expliquera comment ça s'est passé, comment elle le vit, le changement que ça a fait dans sa vie avant. Et après, il y aura une autre personne qui s'appelle Pierre, donc on n'a pas encore calé, peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. On verra en fonction du calendrier, il n'y a pas d'urgence. La même chose. Voilà, 2 personnes que je connais, que j'apprécie beaucoup, à des points de vue différents, et qui auront le plaisir de vous partager tout ça. Voilà, je pense que j'en ai fini pour ce soir. Merci Archéonaute là, pour ta remarque sur la méditation. Je vais en faire d'autres parce qu'en fait, j'ai des dizaines de méditations qui arrivent. Bon, après, il y a un petit travail avec, vous avez vu, je fais des images, je mets un fond vidéo derrière qui, en soi, sert à rien parce que généralement, les méditations guidées, on les écoute simplement. Et puis voilà. Alors, Florence, tu dis hâte d'être à lundi. Je sais pas pourquoi. Parce en ce qui me concerne. Ah oui, hâte à lundi pour le travail, peut-être. Je ne sais pas. Précise s'il y a quelque chose que tu attends lundi. Ce ne sera pas de moi, en tout cas, parce que, a priori, je ne fais rien le lundi. Je vous remercie beaucoup pour vos super questions, comme d'hab. J'espère que c'est... Alors, dire que ce que je dis, c'est clair, c'est entendable avec le mental. Vous avez compris que dans l'idée, c'est... un satsang, c'est pas là pour nourrir le mental, mais pour éventuellement mettre le doigt ou pointer sur un truc qui, chez vous en tant que personnage encore identifié, un petit peu, beaucoup ou très très peu, mettre le doigt dessus pour pouvoir voir que c'est simplement de la rigolade.
Ah oui, OK, pour voir cette colère à l'école. Enfin, ou là où tu vois les enfants, bah, tu peux faire, l'exercice ce soir ou demain si tu veux. Comme ça, tu pourras en mesurer les résultats lundi. Mais si tu fais rien, bah, la colère, elle sera toujours là lundi. Donc je t'invite demain, si ça te parle, ou ce soir, peu importe, à aller voir ça et puis, bah, puis voilà, simplement. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous donc, dans 15 jours, pareil. 15 jours, sauf que ce sera l'émission Lueur d'éveil avec Amandine. Et puis, mois d'octobre ou novembre, je vous donnerai les dates, ce sera l'émission Lueur d'éveil avec Pierre. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end, comme une très belle semaine de travail, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une soit moins bonne que l'autre. Et comme on dit par chez nous, bah, je vous souhaite un joyeux maintenant.